Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi, on a toujours une très belle équipe autour de la table. On n'a pas de défense. Il est excusé de dernière minute. On le représentera à sa place, mais on a le plus beau milieu de terrain du monde, j'ai envie de dire. Nathan, Auxence et Vincent, comment ça les gars? Ça va, super. Ça va bien, très bien. Ça va, super. Ça sert à rien d'avoir une défense vu qu'on gagne tout le temps. Exactement. Auxence, je vois ton petit sourire, tu vas te calmer direct. Et qui a voulu rendre hommage à Sochaux avec ce joli maillot jaune. Pas seulement, je sais pas si Non, il faudra que tu te tournes mieux, mais tu te tourneras après quand on en parlera. Il est jeune, à les caméras, il sait pas trop ce que c'est. Hein. Et à la technique, c'est enfin un vrai technicien, j'ai envie de dire. Elliot, comment il va Elliot? Eh bien, ça va très bien, merci, et vous? Ça va. Et Mathis avait la pression la semaine dernière, il a eu du mal à tenir en place l'émission, il a fait 2-3 dingueries. Donc j'espère que tu seras encore une nouvelle fois à la hauteur. De toute manière, tout le monde sait qu'on te préfère. Ça, c'est dit. On l'embrasse bien sûr. Au programme, messieurs, les actus du club, quelques petites news, les résultats des jeunes, centres de formation, vous en avez l'habitude, des féminines aussi, ça c'est Nathan qui nous fera le retour. Ensuite, on fera le retour de Toulouse-Sochaux. On appellera Jean qui ne répondra peut-être pas au téléphone. Qui viendra pleurer dans notre émission. On a prévu des mouchoirs pour lui, vous inquiétez pas. Ensuite, on aura la petite pause musicale et normalement, on aurait dû avoir, je sais pas, avoir quelqu'un le directeur du club de Trélissac, mais ils étaient en réunion pour préparer le match de samedi, donc c'est pas sûr qu'il puisse être libre à 20h30. Donc on va pas vous mentir, on va la jouer réglo, hein, il est 20h04, on ne sait toujours pas s'il sera avec nous dans l'émission. Si c'est le cas de dernière minute, tant mieux, on a tout ce qu'il faut. S'il n'est pas avec nous, on partira sur un petit débat sur la charnière centrale. Oh, après, franchement, vous êtes pressé. Moi, s'il faut être là jusqu'à 22h, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez grave vous faire chier en direct, mais on peut rester jusqu'à 22h. Hein. On commande à bouffer, on va se démerder. Et j'ai une vie aussi, Vincent. Je sais pas toi, mais on a tous une vie en fait. Alors, tu es fonctionnaire comme moi. Voilà. L'enfoiré. Bien sûr, vous pouvez réagir sur le Facebook Live. C'est Vincent qui vous répondra. Il a tout sous les yeux. Tout la tiraille sous les yeux. Ouais. Exactement, sur Twitter aussi. Enfin bref, vous connaissez bien sûr la musique. C'est la 131e émission. On est sur 92.3 sur Radio Occitanie et c'est parti. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! La news du jour, messieurs, c'est que le virage ouest va être rebaptisé le virage Christophe Revaux. On a appris ça il y a quelques jours, donc ça sera lors du week-end du 19 février pour la réception du Havre. On vous rappelle que Christophe Revaux est décédé le 6 mai 2021. Il avait joué 530 matchs dans sa carrière, 216 au Havre et 219 au TFC. Je donne ma source, c'est Wikipédia. Peut-être qu'il y a des dingueries, donc je préfère le souligner au cas où. Est-ce que vous pensez que c'est une belle initiative du club? C'est un super hommage de personnaliser ces tribunes. C'était un peu fade, on va dire, virage ouest, honneur sud, honneur nord. Donc voilà, de pouvoir rendre hommage à des personnalités qui ont marqué l'histoire du club comme Revaux. L'honneur nord, c'est Juste Fontaine aussi. Ouais, exactement. Et puis forcément le virage Brice qui rend hommage à Brice. Donc je trouve que c'est un bel hommage que le club n'oublie pas. Voilà les personnes qui ont marqué le TFC. Ouais, surtout dans une période où c'était apparemment compliqué. Bon, moi, je n'étais même pas né, donc je dis. Ça fait mal, ça. Je quitte cette émission. Ça fait mal. Je dis ce que j'ai vu, mais si je me trompe pas, il était resté au club au moment où Toulouse était descendu en national. Donc la symbolique est belle aussi, je trouve. Et puis voilà, il a un charisme, c'était vraiment. C'est le joueur que tout le monde voulait avoir dans son effectif, quoi, parce qu'il te menait un groupe. Il fait partie de l'ADN du club, tout simplement. Hein. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Jacques Breda aussi, il l'avait évoqué dans différents podcasts aussi, où quand il a participé à l'émission. Ça fait partie de ces légendes du club, clairement. Le 11 de légende, voilà, il avait été élu parmi les joueurs qui avaient marqué le club. C'est vraiment. Il a lié tout, puisqu'il avait le talent, indéniable. Il avait en plus le charisme, la personnalité. Il avait beaucoup de choses et c'était vraiment. Il faisait partie, de ces grandes figures du club. Donc c'est un très bel hommage que lui rend ici le club. Surtout qu'en plus, le président Comolli a déclaré qu'il aimerait en plus redonner vie aussi à cette tribune-là. Donc c'est encore plus impactant. Voilà, ça fait partie de toute une symbolique et un redémarrage, un renouveau. Exactement. Non, la politique du club sur ça est très intéressante et c'est vrai que c'est un bel hommage de réattribuer ce virage ouest tant délaissé par le TFC depuis tant d'années. Déjà lui mettre le nom symbolique de Christophe Revaux, c'est déjà une belle approche. J'avais une question du coup, donc il reste un honneur qui n'a pas de nom.
Oui. Vu tous les centres qu'il y balance, on peut l'appeler Silla, non, Stoner? Non. Il y a des balcons aussi, si vous voulez. On pourra peut-être les rebaptiser un jour. Ouais, notamment Reski, le nombre de matchs qu'il a vu là-bas, c'est un peu dommage aussi. J'ai ma place là-bas. Allez les gars, on enchaîne. Nathan, les résultats de ce week-end, quelles étaient nos équipes sur le terrain et est-ce que les résultats sont bons? Tout le monde a joué et tout le monde a gagné. Ah oui. Voilà. Donc on va carton plein. Carton plein. Kin, ouais. qui veut le canard? Voilà. Donc on va commencer avec les U17 qui ont gagné 2-1 à Mérignac et qui confortent leur place de leader avec un point d'avance donc sur Montpellier et 2 sur les Girondins. Dans la prochaine rencontre, ce sera dimanche à 14h30 à Muret. Enfin, à domicile face à l'AS Muret, pardon. Les U19, ils ont repris leur marche en avant avec une victoire face à Istres, 3-1. Donc avec ce résultat, ils reviennent au niveau de la SSE et ont un point de retard sur l'AS Monaco qui occupe la première place. Dans la prochaine victoire, parce que je vais l'appeler comme ça, ce sera ce week-end avec le déplacement à Pieve di Lota. On salue mon accent corse, qui reste sur 11 défaites consécutives avec un super goal average de moins 57. Oh. Mais ça me parle déjà. L'an dernier aussi. Ouais, il y avait déjà ça. Chez les U19, je crois. Chez les U19 ou les U17, mais oui. Ils prenaient tout le temps des fessées, ouais, ça me parle. J'espère que le karma ne va pas se retourner contre nous, mais je pense que ça sent bon la petite victoire et la bonification du goal average. Si on perd, ce sera sa faute. N'hésitez pas, on vous donnera son adresse et son numéro de téléphone, bien sûr. Ensuite, on va enchaîner donc avec la N3, donc la réserve qui a repris ce samedi avec un déplacement périlleux à Narbonne. Mais ils ont gagné du coup 4-0 avec notamment un triplé de Bangré et qui a inscrit ses 3 buts en fin de match et un but de Zobo qui avait ouvert le score en première mi-temps. C'est bien ça pour les pros entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, pour les pros de marquer aussi avec la N3, ils se montrent et c'est pas plus mal. Surtout pour le petit Bangré, moi j'aimerais bien le revoir dans le groupe. Il avait fait un super début de saison aussi avec les pros quand il est rentré en fin de match, c'était contre Ajaccio je crois. Ouais. Dans les 2 premiers matchs. Même quand il a fait une mi-temps là, il a fait 45 minutes. Il avait été excellent, il était carbonisé, il était sorti à la mi-temps. Mais j'espère qu'on le reverra. À ne pas cramer, bien sûr, mais j'espère qu'on le reverra. Dans la rotation en fin de match pour apporter même en fin de saison. Bien sûr. À voir quoi. Et selon l'article des Violets, c'est la bonne prestation de Cerber qui a noté. Apparemment, c'est sa meilleure prestation depuis le début de la saison, donc plutôt à mettre en avant. Ouais. Donc c'est la 2e victoire consécutive sans but encaissé. Donc la réserve elle se donne de l'air au classement en revenant donc à hauteur de Rodez, Beaucaire et Blagnac qui se tiennent en 3 points dans le top 6. Donc voilà. Toujours à l'aise premier. Toujours à l'aise avec 10 points d'avance sur le TF. Ouais, c'est dur. Voilà, va falloir aller les chercher. Donc je pense que l'objectif ça va être de faire bonne figure cette année et pourquoi pas viser la montée l'an prochain, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué cette année. Il y en a qu'un qui monte en N3. Oui, c'est ça, un qui monte. Il n'y a pas de repêchage encore possible. Donc pas de match ce week-end à raison du 8e tour de la Coupe de France et le championnat reprendra donc le 5 décembre avec la réception de Balma à 14h30. On va terminer avec les féminines donc qui ont gagné 2-0 à jouer les tours en Coupe de France grâce à des réalisations de Pardon et Lecoq. Elles se qualifient donc pour le 2e tour fédéral et se déplaceront sur la pelouse du Toulouse Métropole. On en profite pour saluer Mehdi. Le derby. C'est ça, le derby. Elles ont gagné un championnat, me semble-t-il, sur la pelouse du Toulouse Métropole déjà cette saison. Donc voilà. C'est quand ça? C'est dans 15 jours. Parce que ce week-end, du coup, elles reprennent le championnat. D'accord. Avec elles reçoivent Canet en Roussillon. Dimanche à 15h sur l'annexe du stadium. Je serais curieux d'aller les voir parce que ça donne en plus à Métropole. On va essayer de se faire inviter par Mehdi. Et un beau sur la R2 des féminines qui a gagné 1-0 justement face à Canet ce week-end. Donc voilà, que des victoires. Mais c'est bien, le club vit bien, le club va bien, les résultats suivent, ça fait plaisir. Ça n'a pas toujours été comme ça, les gars. Quand même, le pire classement qu'on a, c'est les 3e avec les U19. Le pire classement, c'est beau. C'est ça, le pire classement, t'es de tout confondu, quoi. C'est entre les pros, la réserve, on va dire, qui a un peu plus de mal cette année, qui occupe la 6e place. Voilà, on espère que ça va repartir de l'avant, mais c'est quand même des bonnes prestations pour nos jeunes. À nos féminines. Ouais, très très intéressant. Bon, on va recevoir rapidement notre socialien préféré pour faire le retour du match. Apparemment, il a dit au Standard qu'il avait mal au cul, donc on va le recevoir et on va discuter de tout ça. Salut Jean, comment ça va? Comme j'ai dit au Standard, j'ai mal au cul. Ah bah t'avais peur et au final t'as eu raison d'avoir peur, mais en fait il fallait pas avoir peur de l'équipe, il fallait avoir peur d'un mec quoi. Ça fait moins mal au cul qu'une Peugeot ou pas? Pardon? Ça fait moins mal au cul qu'une Peugeot ou ça va? Vincent,
Je t'emmerde. Ça y est, plus d'arguments déjà. On est sur des bons standings de Ligue. J'avais peur. J'avais peur, et le scénario, au-delà du quadruplé de votre Britannique, le scénario, Est-ce que tu peux prendre aussi son nom, s'il te plaît? aussi, c'est aussi l'efficacité, je cherchais mon mot. Vous avez encore une efficacité énorme, quoi. Donc voilà, on a eu peur, et pour une fois, nos défenseurs se sont fait bouger, on a vu ce que ça a donné, quoi. On va en parler, j'imagine. On va en parler, mais juste avant, on va faire le résumé du match. Donc, j'ai pas la compo sochalienne, désolé, nous on s'intéresse qu'aux gagnants. Du coup, la compo toulousaine, Dupé, Dessler. Quel est le rapport avec Toulouse alors? Dupé, Dessler, Diakité, Nicolaisen, Silla, Spearings, Mvoué. C'était la petite surprise du chef, Van den Boomen, Ngoumou, Ilé, De Jagereux. Donc tout d'abord, messieurs, ça se passe en tribune parce que le virage Bristaton était plein à craquer. Les bâches ont été enlevées, il y a eu un vrai engouement, une vraie communication dans toute la ville pour ce choc. 15 069 personnes présentes, un tifo magnifique, une atmosphère digne des grands rendez-vous de Ligue 1, et pourtant c'était que pour un choc de Ligue 2, mais en tout cas un très très bon moment en tribune. On pourra tous vous le confirmer parce qu'on était tous au stade ici. Parlons du match maintenant. Les deux équipes vont avoir une phase d'observation, on va pas se mentir, deux blocs qui s'observent pendant une bonne grosse quinzaine de minutes. Personne ne veut trop prendre de risques ni se découvrir. On a une main dans la surface toulousaine qui n'est pas sifflée, qui aurait pu avoir un petit penalty, mais l'arbitre était quand même assez loin de chaque action, et ça je parle d'un point de vue général. On y reviendra bien sûr après. Ensuite, à la 25e, sur un très bon contre-pressing de Van den Boomen, notre Rhys Ilé entame son show avec un tir à 20 mètres des buts, alors que Ngoumou et Mvoué étaient tout seuls sur la droite, donc heureusement qu'il la met au fond. 12 minutes plus tard, les Sochaliens vont profiter d'une erreur de main de Max Dupé, et c'est Weisbeck qui va la pousser au fond pour le 1 partout. Quelques instants après, je pense que c'est très important parce que pour moi c'est un des premiers tournants du match. C'est Dupé, il va sortir la parade qu'il faut, main opposée sur une belle frappe de l'attaquant sochalien, mi-temps 1 partout pour nos Toulousains. À la reprise, Mvoué est remplacé par Ado, De Jagereux replacé plus dans l'axe du terrain, dans un 4-2-3-1, on va dire. Les Toulousains laissent un peu plus la balle aux Sochaliens. 53e minute, encore un second ballon récupéré par l'inarrêtable Van den Boomen qui lance Ngoumou, qui va aller provoquer le défenseur, frapper, et qui est complètement tout seul au second poteau, et là pour moi c'est vraiment une grosse faute défensive de nos Sochaliens. Va pousser le ballon de la tête, 2-1. Le virage s'enflamme pour la deuxième fois de la soirée, de l'après-midi, pardon. Le troisième but, c'est encore l'inévitable Van den Boomen qui va trouver De Jagereux, qui en une touche de balle va éliminer 3 Sochaliens et décaler encore une fois Ngoumou, et ça part sur un 3 contre 3. Deux jolis appels croisés de la part de nos attaquants. Ado tire, c'est stoppé. Il va mettre une reprise de volée. Ça fera 3-1. Et ensuite, le quatrième but, ce sera peut-être le plus insolent des 4 et peut-être aussi le plus beau. D'ailleurs, il est dans le top 5 des buts du week-end de Bein, donc c'est pas pour rien. Tel Van Basten à l'époque, désolé Oxens, tu l'as pas connu, je te demande d'aller voir les vidéos sur YouTube, tu verras, c'est pas mal. Il vient couper le ballon du pied gauche, il l'envoie en lucarne opposée, il n'en fallait pas plus pour faire exploser le virage et chanter à tue-tête, is on fire. Your defense is terrified. Exactement. Oui, merci. Alors, sauf que ça, c'est la version officielle, mais dans le COP, tout le monde chante la défense is terrified parce qu'on est quand même franco-anglais. Messieurs, une victoire 4-1 de nos violets dans ce choc, et pourtant, on a des choses à dire, et personnellement, je ne reste pas convaincu. Je trouve qu'on n'a pas non plus maîtrisé tant que ça ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans l'ensemble, oui. Ça me rappelle beaucoup le match d'Auxerre, où on a une réussite insolente. C'est voilà. Je crois il y a les 4. Idée déjà, c'est 4 tirs, 4 buts. Et à part la frappe de Samsana, j'ai pas souvenir d'une autre frappe dans le match. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Sochaux sur le match a plus de tirs que Toulouse. Ouais, mais ouais, ça m'étonne pas. Donc c'est en ce sens-là où certes on a beaucoup de réussite, mais c'est parce que tout simplement je pense qu'on est quand même supérieur, et que il nous en faut pas beaucoup pas beaucoup d'occasions pour pouvoir mettre beaucoup de buts. Ça c'est totalement vrai. Ça c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et pour revenir sur les buts, alors je suis passé pour un rageux sur WhatsApp avec avec les amis dont Vincent, mais là où l'insolence elle est énorme, c'est que à part sur le premier but, et on va enlever tout soupçon, il n'y a jamais faute sur Mauricio. Non. Il y a faute, c'est juste un sport de contact, hein. Au bout d'un moment il avait plus vite son ballon. Il y a plus de main dans la surface qu'il y a faute de Van den Boomen, hein. Ah oui,
mais la main elle est scandaleuse dans le sens où l'arbitre il est à 2 mètres devant lui, quoi. Enfin bref, on va pas en venir, ça sert à rien de toute façon. Mais c'est sur les 3 buts, quand vous avez dit que sur le deuxième c'est une grosse erreur défensive de Sochaux de laisser Illy tout seul, je suis pas d'accord parce qu'en fait le ballon il est contré. Le ballon est contré et lui revient devant. Et non, pareil pour le troisième. Le ballon est contré. Mets-toi YouTube de suite. Jean, mets-toi YouTube de suite et regarde les défenseurs, ils sont tous ils ont tous le regard sur le ballon et t'as 3 mecs qui regardent le ballon et t'en as pas un qui regarde dans son dos. Je suis d'accord, mais si le ballon n'est pas contré, oui, il y a rien. Mais t'as un mec qui est derrière, sachant que t'as 3 mecs dont 2 libres, il y en a un qui doit le prendre. Je suis désolé, tu dois anticiper ça. Ce sont des frappes qui sont déviées et contrées et où Illy est bien placé. Après, est-ce qu'on doit suivre, pas suivre, ça c'est un autre débat. Mais le résultat, il est là. C'est que en plus, il a la chance et le talent, attention, j'insiste sur le talent, de suivre et d'être bien placé. Ce qu'on n'a pas su faire, nous aussi, je suis d'accord. Mais si le ballon n'est pas contré, c'est Prévost qui la sort dans le troisième, et le premier, je crois qu'il part en tribune. Donc voilà. Non, bien sûr. Mais tu vois, moi, je suis un peu dur avec les Toulousains, mais pour moi, on n'a pas gagné ce match parce qu'on l'a maîtrisé, on l'a gagné parce que Sochaux est venu nous presser haut et qu'on les a pris en contre. Si on regarde, hormis le coup franc, c'est 3 contre ou 3 attaques directes, on va dire, qu'on met en place. Dès qu'on était en attaque placée, et c'est pas la première fois qu'on le remarque, on a beaucoup de mal. Et je pense que c'est... Après, on va pas se mentir, on a une réussite de ouf. Hein. Je pense qu'il aurait pu tirer du milieu de terrain, du point de corner adverse, il aurait marqué samedi. Hein. Il était en feu, il y avait tout qui lui réussissait. Ça arrive, tant mieux pour nous. Et là, je suis d'accord, c'est trop stéréotypé, on va dire, le jeu qu'on a. Et c'était depuis Auxerre où justement, on n'avait pas une équipe qui avait laissé beaucoup d'espace comme ça. On avait vu où on était tombé sur 4 blocs assez bas quand on avait joué au Paris FC, même contre Guingamp qui était venu quand même jouer. Mais Quevilly aussi, et en Coupe de France, l'équipe avait tourné. Mais c'est vrai que quand on était face à une équipe qui nous attendait, on sent qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais là, c'est pas un hasard si à chaque fois les attaques venaient de Ngoumou. Dès qu'il y avait de l'espace, ça partait dans le dos. Ngoumou, il faisait ce qu'il avait à faire. D'ailleurs, c'est pour moi un des grands artisans de la victoire parce que tout vient de lui. Certes, il fait le match de sa vie, il marque les 4 buts, mais je pense qu'il ne fait pas le même match si Ngoumou n'est pas là. Parce qu'il y a quand même lui qui crée les décalages. Il a de la chance à chaque fois, c'est des frappes de Ngoumou qui sont déviées ou au dernier moment par un défenseur. Mais c'est vrai que Ngoumou a fait un super match. Mais voilà. J'étais surpris, pardon de vous couper. Non, vas-y, t'inquiète. J'étais surpris aussi des ambitions de Sochaux. Quand Sochaux, c'est-à-dire que Sochaux se déplace chez le leader, donc à partir de là, on a, désolé du terme, mais extrêmement vulgaire, vous commencez à avoir l'habitude, ça sert à rien d'y aller dans les grosses bites quand on va chez le leader. Et en plus, on n'avait pas gagné depuis 3 matchs. Et en plus, quand on gagne pas depuis 3 matchs, contre le dernier et l'avant-dernier. Je veux dire, j'étais surpris. Moi, je me suis dit, on va poser le bus et on va jouer en contre. En plus, quand je vois sur le terrain Virginus, je vous avais dit que jamais il allait être titulaire. Il le met titulaire pour la première fois depuis 2 mois. Qui met Ambry et qui met Calulu, j'ai compris. Moi, je me suis dit, mais jamais on va dépasser le milieu de terrain. Et je me suis dit, on va dépasser le milieu de terrain 3 fois, on va en mettre 2 et on va faire le casse du siècle. Et on a laissé des espaces à une équipe qui, on n'a pas besoin, j'ai envie de dire, pour être dangereuse. Et on s'est fait punir. Mais les regrets, d'un point de vue sochalien, elles sont en première mi-temps. À la mi-temps, être un partout, c'est grotesque. Enfin, grotesque. C'est pas normal. Alors, vous savez comment pense un supporter, vous pensez, je pense, la même chose, c'est qu'il y a un partout, plus le penalty, ça doit faire 2-1. Alors, on est d'accord, si penalty, il n'y a pas l'erreur de Dupé derrière, etc. Non, mais vous savez comment réfléchit un supporter. Non, mais Jean, on va pas se mentir, l'ambition de Sochaux a fait les bons comptes de Toulouse. Vous aurez fait une camp à nous attendre, à nous laisser un peu plus la balle. Je suis pas sûr qu'on finit à 4-1 samedi. Ouais, mais c'est pour ça que je suis un peu étonné de ce qui s'est passé. Encore si on arrive à Toulouse, si on arrive chez vous et qu'on vient de prendre 3 victoires en 3 matchs et qu'on est deuxième à 1 point de vous, bon, si on perd, on s'en fout. Là, on avait juste besoin de se mettre en confiance et on a fait tout l'inverse. Et en plus de perdre, on prend une branlée. Donc voilà. Heureusement qu'il y a la Coupe de France et que sur le papier, ça devrait bien se passer. Je touche du bois quand je dis ça. Puis surtout à noter, c'est quand même le tournant du match. Pour moi, c'est le tournant du match. Avant la mi-temps, Dupé sort la parade. Pour moi, si Sochaux rentre au vestiaire avec une avance au score, pour moi, Daf, il fait un changement tactique à la mi-temps.
il te pose pas le bus, mais voilà, il resserre un peu derrière, il attend Toulouse. Et je suis pas sûr qu'avec un bloc resserré derrière, on ait autant d'espace et qu'on marque autant de buts. Donc, mais même le tournant, je vais même dire que c'est le penalty. Pourquoi? Parce qu'il est à 1-0 et je crois à vérifier. Je crois que le penalty. Non, il est à 0-0 le penalty. Hein. Non, il est à 1-0 pour vous, c'est sûr et certain. Il est à 1-0. Ah ouais. Ah ok, pas autant pour moi. Il est à 1-0 pour de la merde. vous. Et je crois qu'il est 2-3 minutes, ça est 5 minutes maxi après l'ouverture du score. Donc c'est-à-dire que si on égalise tout de suite, non seulement on ne doute pas, et en plus le problème c'est que de pas siffler un penalty qui était évident, ça fait rentrer les joueurs dans une certaine frustration. Et alors que si à penalty on n'est pas dans une frustration, on doute pas parce qu'on n'est pas mené pendant longtemps. Donc c'est comme si on n'avait pas pris de but dans l'idée. C'est comme si on est passé de 0-0 à 1-1 en 5 minutes, quoi. Et je pense que le tournant il est là. Mais en deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. On s'est fait détruire et on a payé notre ambition, j'ai envie de dire, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Je sais pas pour qui on s'est pris. Je pense qu'on a cru qu'on pouvait faire le jeu chez vous. Bon, voilà. On a été punis. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi dans le sens où je pense qu'il y a eu 2 mi-temps différentes sur ce match. La première et une deuxième du coup. Ouais, merci. Enchaîne. Non, je pense que la première mi-temps, c'est très serré entre les Toulousains et les Sochaliens. Je pense que le score de parité est mérité. Et à partir de la deuxième, je pense qu'on se remet aux individualités de Rissilé, qui a été touché par la grâce et qui a fait parler son talent. Mais c'est pour ça qu'à partir de là, j'ai pas senti non plus trop de révolte au niveau des Sochaliens par rapport à la deuxième mi-temps, quand on parle que le match est maîtrisé. J'étais beaucoup plus serein en deuxième, même avant le triplé du coup, les 3 buts en seconde période de Rissilé, qu'en première. Vincent, tu as des interventions, des commentaires des gens qui nous suivent sur le Facebook Live. Ouais, n'hésitez pas à réagir. Hein. On a Anaïs pour elle, on s'est un peu ennuyé jusqu'au premier but de Rissilé, mais après plutôt pas mal, surtout au deuxième mi-temps. Alors, elle souligne aussi le magnifique tifo des Indians. Pour Amaury, on gagne ce match en envie. On sentait que Lille et VDB notamment voulaient vraiment gagner. L'envie, ça fait tout. S'il faut, même Diallo aurait pu être bon avec une telle envie. Un dédicace aux plus anciens qui ont connu ces belles périodes. Et qu'il faut aussi un petit clin d'œil à Jean. Ce soir, c'est Jean Culasec. Ouais. Oh putain. Et ce soir, les gars, on est en mode CSA free. Hein. C'est un nom polonais, c'est tout. Hein. C'est ouais. J'aimerais qu'on parle du changement tactique de Montagnier parce que là on est en train de critiquer, mais alors, attention, c'est de la critique constructive, on ne dit pas qu'on a vu un match pourri samedi, mais que bon, on a joué avec... Moi j'aimerais bien me faire chier et gagner 4-1. Oui, non mais c'est dans le sens, on va nous accuser de machin. On est en train de dire qu'on a joué avec des armes qu'on sait où on est fort dessus, les contres, etc., les attaques directes. Mais j'aimerais souligner quand même le changement tactique de la mi-temps et que pour moi c'est un vrai tournant aussi du match. Déjà j'étais très étonné de ne pas voir Ado titulaire, de voir Mvoué. Mvoué d'ailleurs sur sa première mi-temps il n'est pas catastrophique, c'est très très dur de le sortir à la mi-temps, on dirait que c'est tactique. C'est tactique, il faut vraiment le prendre comme ça et pas comme une punition parce que c'était intéressant le match qu'il faisait, il n'était pas stratosphérique mais il n'était pas dégueulasse non plus. Et ce changement de remettre Ado, mais c'est surtout de mettre des Jagereux dans l'axe en 10, une sorte de 10 un peu libre pour mettre vraiment avoir regardé une vingtaine de minutes que des Jagereux. Il a un coffre, il a un volume de jeu et il touche beaucoup moins de ballons qu'avant, mais dans ses déplacements sans ballon, qu'est-ce que c'est intéressant, il y a un QI footballistique qui est plus élevé que certains et ce changement tactique il est important et pour moi c'est le tournant parce que, et d'ailleurs je l'ai mis dans mes flops, on y reviendra après, mais l'entente Sylla de Jagereux ne marche pas du tout. Autant Dessler Ngoumou marche vraiment, il y a une vraie complicité, autant les deux ça ne marche pas. Et le fait que Jagereux repasse dans l'axe, pour moi ça a tout changé. D'ailleurs on le voit, hein, c'était le joueur qui était un peu à abattre côté Sochalien, il a pris 2-3 taquets aussi. Et le troisième but, il a 3 mecs autour de lui, sur sa passe, c'est lui qui déclenche le compte d'Ngoumou et on est sur un 3 contre 3. Je sais pas si... Oui. Je suis d'accord, on en parlait dans le stade, on était d'accord qu'il y avait vraiment un côté... l'animation toulousaine n'était que d'un côté. Ouais. On a un petit peu fait le bilan de tous ces duos qu'on a eu arrière et latéraux ou arrière ailier à gauche ou à droite dans l'historique du TEF. Et c'est vrai qu'on a toujours eu un déséquilibre. Et là, pour le coup, il est quand même criant cette année. Et le côté fort cette année, c'est le côté droit. Et Ngoumou qui est en train de prendre de plus en plus de poids, de plus en plus de place, et qui est intéressant. Ngoumou l'année dernière, je pense que sur le deuxième but, je pense qu'il centre. Là, il va provoquer. Et il frappe. Et ça amène ce contre, et la chatte à Mirail, bien sûr, mais bon... On l'embrasse, hein. Quand même.
Ouais, c'est ça, la réussite. Et puis, comme vous l'avez dit, le côté droit, on est passé par là tout le match. On n'est pas beaucoup passé par l'axe. Quand on a essayé à gauche, on voyait que ça marchait pas. Ouais, le changement tactique. Ado aussi qui a fait le travail de l'ombre, qui a apporté beaucoup de profondeur. Son jeu sans ballon, le jeu sans ballon qui a été efficace. On voit que ça a libéré plus d'espace. Et peut-être que Sochaux a eu du mal à gérer des joueurs de profondeur comme Ado, comme Ngoumou. Avec De Jagereux qui a cette possibilité de faire la dernière passe au dernier moment, avec Van Den Boomen qui a été très bon aussi à la récupération et dans la projection vers l'avant. Donc c'est en seconde mi-temps aussi où on a gagné le match. Donc à mettre au crédit, oui, le coaching de Montagnier et les joueurs aussi qui sont mis au niveau de la seconde mi-temps pour asphyxier Sochaux. Et comme l'a dit Montagnier, ils n'ont pas paniqué. Non, c'est pas Montagnier qui l'a dit, c'est Diakité, je crois, qu'ils n'ont pas paniqué, qu'ils ont laissé faire et qu'ils étaient sûrs de leur force. Jean, côté socialien, qu'est-ce qui a manqué à ton avis? De l'agressivité, et je pense que l'image du premier but l'illustre. Je veux dire, tu es à 25 mètres d'eau au jeu et tu joues comme si tu jouais en district le dimanche après-midi. Ça c'est pas normal. Je pense que Sochaux a été surpris par l'engagement de Toulouse. Parce que Sochaux, c'est quand même une équipe, je sais pas si vous l'avez vu du stade, mais je sais pas si ça se voit du stade, enfin je trouve à Bonal, mais il y a quand même de beaux bébés à Sochaux, et Sochaux s'est fait bouger. Et au-delà, je pense que tactiquement, encore une fois, sans rentrer en mode Guardiola et Mourinho, mais je sais pas, avec le recul, c'est toujours facile à dire avec le recul, surtout quand on prend une branlée, hein, attention, hein, mais d'avoir laissé des contres à Toulouse, autant marquer contre son camp comme on fait à FIFA, et à la 30e minute on rage quitte et puis on rentre. Après t'es dur parce que en soi il y a 4 contre éclairs, enfin 4 contre 3, t'as le coup franc, comme on disait, il est stratosphérique sur ce match. Et en soi, sur les 3, ta frappe contrée, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça peut partir en tribune, ça frappe à 25 mètres, elle peut être arrêtée aussi. Enfin, on a quand même masse de réussite quand même. Tout devait nous réussir. Vous avez masse de réussite, mais ça on le savait. Ouais, mais à ce point-là, c'est insolent, franchement. Enfin, même moi, je le pense, je pense que c'est insolent à ce point-là. Pourquoi jouer avec le feu? On le sait que vous avez un max de réussite. On vous sait qu'une demi-occasion, il y a déjà 3-0. On le sait ça, et on l'a encore vu ce samedi. Mais encore une fois, c'est toujours facile de la ramener et de faire sa grande gueule quand tu viens de perdre 4-1, parce que si Sochaux avait gagné 3-0, j'aurais dit oui, fantastique et c'est exceptionnel, attention. Mais je sais pas, et puis on est bien dans un style de jeu, on sait très bien, je vous l'avais dit en plus tout à l'heure, donc sans nous manquer de respect à nous-mêmes, si nous on le remarque et on le sait, forcément Omar Daf et le staff de Sochaux ils le savent aussi, c'est-à-dire Toulouse, dès qu'ils sont contre un bloc bas, ils ont du mal. Oui. Bah, pourquoi on les met dans le confort? Pourquoi on les met dans le confort à jouer haut? Surtout avant ce match-là, on était de la meilleure défense de Ligue 2 et l'une des meilleures défenses d'Europe, j'avais regardé, enfin je ça, c'était avant. Européens, etc. C'était avant de jouer le Barça, ça, tu sais. Il y a des choses qui changent. Hein. C'est avant de jouer le Barça, là, tu vois. Quand tu vas jouer le Barça, ça change. Hein. Ah bon, on est d'accord. Mais bon, enfin là, je sais pas, ça m'a surpris. Mais bon, au moins on a testé et on a vu. Mais ce qui est dommage sur ce résultat, et je l'avais dit à des confrères, c'est que c'est pas le résultat de Toulouse en soi, c'est le fait de pas avoir gagné contre Quevilly, Nancy et Nîmes juste avant. Si on avait pris 5 ou 7 points sur ces matchs-là, la défaite à Toulouse, on n'en aurait rien à branler. Le problème, c'est que c'est le 4e match de suite où on ne gagne pas en championnat. On reste 4e, et merci à Dijon et merci au match nul du Havre ce week-end. Ça va, on n'est pas encore très largué, on ne l'aurait pas été quoi qu'il arrive, mais on va dire que le fait de rester au 4e, psychologiquement, on ne perd pas de place alors qu'on a pris une branlée, donc ça c'est bien. Ouais, je voulais insister sur... Sur la branlée, ouais. Non, pas sur la branlée, mais sur Rissilé, on a insisté sur le fait qu'il ça, c'est perso, ça. 4 tirs, 4 buts. J'ai remarqué aussi que côté Sochaux, là, il n'y a pas eu aucun qui a marqué 4 buts. Il n'y a pas eu une grosse réussite. Plus sérieusement, j'ai en tête... alors, j'ai pas son nom, le numéro 20 socialien qui fait il y a Tebili, c'est le numéro 20 qui a un plat du pied qui va à côté. Exactement. Il y a Kitala, notre numéro 9. Qui rentre en cours de jeu et qui met une prune, qui met une sacoche. Je pense qu'il y avait sa grand-mère qui était en tribune derrière. Et voilà, mais c'est vrai qu'on avait de grosses occasions. Ouais. Après, mine de rien, t'as quand même une équipe entre Vesbeck, Kaloulou. Ça sent le football, quoi. Et tu voyais qu'il y avait de la place. Et, le football de Ligue 2, attention. Oui, le football de Ligue 2. Attention, c'est pas parce qu'on a perdu 4-1 parce que je le vois sur les réseaux sociaux à Sochaux, certains disent que c'est bon, on va jouer. Oui, non, mais ça, tu sais, même chez nous, c'est pareil. Tu prends encore une hypothétique montée. Ok, on n'a pas gagné depuis 4 matchs, mais faut pas oublier que le Havre était dans une période de merde,
que Toulouse, vous venez de dire cette période de merde à l'instant. Si on perd samedi, on est 4e. Hein. Oui, voilà, on peut être 4e, pardon. Ajaccio était dans une période de merde, Auxerre était dans une période de merde après jusqu'au 6-0. Alors ils ont perdu hier, mais avant c'était parfait. Voilà, c'est les cycles d'un championnat. Le plus important, c'est de gagner le prochain match. Ça, c'est une phrase bateau. Ça, c'est fantastique. Mais j'espère qu'on aura du pot. Ça tombe bien, on joue contre eux. Ça, c'est cadeau, dédicace à Vincent. Merci. Voilà, faut pas tout jeter. C'est pas parce qu'on a pris une branlée que ça y est, on va jouer le maintien et que l'année prochaine, on sera en National 1. Tranquille, on est encore très haut et on est encore au-dessus des... J'ai regardé par rapport aux autres années pour les équipes qui montent. Les 4 premiers sont encore largement dans le standing depuis 10 ans. Quoi. Vous êtes dans les temps de passage, puis encore une fois, avec les barragistes et les 5 peuvent monter, et puis quand on connaît l'historique d'équipe de coupe de Sochaux, tu sais que Sochaux 5e peut très bien avoir même plus de chances que le 3e de monter. Oui, après il y a les 2 matchs à l'extérieur qui me feraient chier. Quitte à prendre les barrages, forcément, hein, être 3e, non seulement t'économises un match et tu joues à la maison. Mais franchement, je suis pas d'accord, je pense même plus, parce que tout le monde sait que tu as mis te casser de Sochaux, donc jouer à l'extérieur, je pense que c'est une motivation supplémentaire. Oui, alors déjà, écoute, je vais te refaire une phrase. Déjà, je t'emmerde. Et puis moi, il y a un truc que je pense, c'est que Ajaccio est dans le coup. Et pareil, alors c'est pas très politiquement correct, etc. Mais ça, je m'en fous. J'ai pas envie de retourner à Ajaccio en barrage. Quand on sait ce qui s'est passé à l'aller, je pense qu'on va être accueillis comme il faut et que le match, on l'aura perdu avant d'y aller. Parce que non seulement les joueurs vont sûrement se chier dessus à juste titre, et que l'arbitre va se chier dessus et que tout le tralala, voilà. C'est compliqué le là-bas. contexte Corse, demandez au Havre il y a quelques années comment ça s'est passé d'aller en Corse. D'ailleurs, c'était pas l'année où vous les battez en barrage. Si, côté de la France, c'était pour nous. 3-0 à Montpellier, 1-0 au Stadium, je C'est crois. ça. Mais voilà, Oui, c'est pour ça que je préfère être 3e et non, en plus d'économiser un match, de le jouer à la maison, ça peut être sympa. Quoi. Messieurs, juste avant qu'on enchaîne sur les tops et les flops, est-ce que toi tu as des réactions, Vincent ? Il y a un petit débat justement entre Amaury et Anaïs, un commentaire sur la performance de Nicolas Hyssen. Pour Anaïs, attends, garde-les sous la main, parce que je pense qu'on va faire un débat sur la défense centrale, donc parce qu'on n'a pas eu 20h34, on n'a toujours pas de retour du directeur du club de Trissac qui est toujours en réunion, donc on va faire un petit débat sur la défense, donc garde-le de côté et tu sais quoi, enfin j'allais dire même on pourrait les appeler tous les deux, mais non on n'a qu'un seul téléphone, donc ça va être un peu compliqué. On peut raccrocher avec Jean. Si vous voulez les gars, je raccroche et vous me rappelez. Non, mais ce sera pour après de toute manière. Arrête, on va croire qu'on n'est pas. Du coup, d'autres réactions ou pas ? Non, c'est bon, on garde la défense pour après. On peut garder la défense. Allez, juste Rissilé les gars, bon, pas se mentir, hein, dans cette émission, certains l'ont crépité, ils se sont excusés, ils ont fait, je parle de Samuel bien sûr, qui a fait un super article dessus, qui reconnaît aussi s'être trompé. Je pense qu'on s'est tous reconnu s'être trompé. Il y en a certains qui ont toujours cru en lui aussi, mais quand même, ce qu'il fait cette année, c'est quand même fou. Et on m'enlèvera pas de la tête aussi que le retour du public aide, et que ça l'aide aussi à se transcender parce qu'il aime ça. Puis voilà, c'est un peu la mentalité de joueurs anglais, anglo-saxons. Ils aiment beaucoup le combat, ils aiment dès qu'il faut un effort défensif, le public il applaudit. Voilà, ils aiment ça. Et après, compte tenu de la performance qu'il fait, ça prouve la palette qu'il a, la palette large d'attaquants de qualité qu'il est. Parce que mine de rien, il te marque un but pied gauche, de la tête, pied droit. Il t'envoie une frappe à 25. Allez, il a 20 mètres. 25 mètres. Il a deux buts de renard des surfaces. Et le but, je pense qu'il y a un débat pour savoir s'il fait exprès. Oui, bien sûr. Mais on voit qu'il a quand même le sens du but. Dos au but, il est bon aussi. Regardez sur le résumé, son regard, la décontraction qu'il a au moment de sa prise d'élan sur le coup franc. Il a les yeux rivés sur le ballon. On sait que c'est ce qu'il veut faire. Et vous verrez son corps, il est relâché, il est tranquille, il arrive, pam, et ça va au fond. Mais moi, ça m'a vraiment impressionné. J'avais vu sur les vidéos du stadium sur le match en direct. Je l'ai re-regardé et il est d'une décontraction. Mais le mec est en pleine bourre, en pleine confiance, et comme tu dis, il est complet de ouf. Voilà, il sent que le public progresse. Il progresse. Le public l'aime. Nous, des attaquants comme ça, c'est le genre de joueur qu'on aime, qui sur l'effort, ils sont toujours là, à faire l'effort pour le collectif, à faire. Mais c'est ce qu'il disait Max Dupé. Et c'est ça qu'on aime. C'est des joueurs un peu qui nous rappellent un peu Gignac, qu'on avait vu avec la hargne, qui t'entraîne un groupe. Elmander aussi. C'est vachement mérité parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué, beaucoup qui pensaient que c'était un gros flop du moment où on l'avait recruté au
au début de saison dernière. Et puis là, il prouve que c'est un attaquant de qualité. Il y en a, il disait, il a sa place en Ligue 2, à voir, mais on voit qu'il a quand même une classe. C'est un attaquant de classe et il va finir meilleur buteur, je pense. J'ai une question qui me mord les lèvres là, mais tu vas parler d'Ilé ou pas? Ouais. Non, mais c'est une question, parce que sinon je la pose maintenant ou j'attends un peu. Allez, non, vas-y, pose-la. Est-ce que vous pensez, et même Jean, toi aussi, malgré qu'il joue en Ligue 2, est-ce que vous pensez que Rhys Ilé, je vais un peu loin, peut potentiellement devenir international? Je dis bien, peut potentiellement devenir international. Je connais pas très bien la génération galloise, mais je pense que un cran dessous. Vas-y, Jean, vas-y. Non, je pense que vous y allez fort pour la Non, j'ai dit peu potentiellement, attention. Je pense pas, parce que il a quel âge déjà? 26 ans ou 27 ans? 27, il me semble. Ouais, c'est déjà très tard, et je pense qu'il est tombé dans la génération où il faut pas, là. Je veux dire, en sélection, il y a déjà des gros, il y a déjà du monde, il y a énormément de monde. Voilà. Et je voulais revenir sur un truc par rapport à ce que vous venez de dire juste avant. C'est que Illy, la grande différence par rapport à l'année dernière, et c'est un détail tout con, hein, c'est débile, hein, mais je pense que ça joue beaucoup, c'est qu'il connaît la ville aussi maintenant. Ouais. Il connaît la ville, il connaît le championnat. Il a vu pendant un an, il en a chié pendant un an, et maintenant, c'est bon, il a compris. Peut-être qu'il est épanoui dans sa vie perso à Toulouse. Ça doit lui changer de la Grande-Bretagne, ça déjà c'est quasiment sûr. Donc c'est un détail débile, mais je pense que ça joue énormément dans la confiance dans la tête d'un joueur et encore plus d'un attaquant. Elliot. Il est gallois ou anglais? C'est la grande question. Ça. Il est né en Angleterre, mais il a la nationalité galloise parce qu'il a de la famille qui est là-bas. Il me semble que c'est les grands-parents. C'est ça. Et après, gallois? C'est pour ça que je disais ça. Moi, je croyais qu'il était anglais. Non, il est né à Manchester, donc il est anglais de naissance, mais il a la nationalité galloise. C'est pour ça que le potentiellement international, tu vois. Ça, je comprenais pas en Angleterre, c'est pour ça. Ouais, non, on va pas abuser non plus. Mais au Pays de Galles, tu vois, un meilleur buteur de Ligue 2, s'il plante 30 buts à la fin de la saison, sur une sélection, sur un amical, pourquoi pas? Enfin, Bien sûr. De ce côté-là, je dis largement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en international. Il y en a, ils sont internationaux, gallois, alors qu'ils jouent en D2. Bon, c'est la D2 anglaise, hein, qui n'a rien à voir avec la D2 en France. Bien sûr. Mais non, oui, si, comme tu dis, s'il claque 30 buts à la fin de la saison, le gars, on va commencer à le regarder au Pays de Galles. Hein. Ouais, pour terminer sur Rhys Ilé, je pense que ce qui le rend attaché aussi, c'est sa modestie, parce que on le voit pas avec des grosses célébrations. C'est pas bling bling, quoi. Pourtant, le COP, on a une grosse célébration. C'est tellement un miracle de marquer déjà pour lui et pour Toulouse que c'est sûr que le gars, c'est sûr que c'est pas le. Vas-y, enchaîne, Oxens, il dit de la merde. Non, mais ça fait du bien d'avoir un footballeur qui prend pas forcément la grosse tête. Puis, je voulais juste rebondir par rapport aux joueurs d'expérience. On avait beaucoup parlé de Van den Boomen, de Spearings, qui connaissaient maintenant ce championnat. Ouais. C'est son cas aussi. Il connaît les défenses, les déplacements, et il est épanoui aussi, je pense, dans sa vie perso, qui fait qu'aujourd'hui, il est en top confiance. Oui, parce qu'on parle de Rhys Ilé, mais je pense que Van den Boomen, on pourrait faire autant de minutes de gloire sur lui, parce qu'il a quand même été aussi monstrueux, et qu'il est monstrueux depuis le début de la saison. C'est ça monstrueuse, et il fait la récup, on peut lui créditer. Il est sur 2 récup et une passe D. Donc, c'est vrai que personne n'a beaucoup parlé de 2 passes D. 2 passes D, une récup. Ouais. Mais Elliot, oui, pardon. Je viens de regarder la composition, les sélectionnés pour le Pays de Galles. Ouais. Et en attaque, on a James de Leeds, ouais. Moore de Cardiff City et Roberts de Leeds aussi. Donc, oui, pourquoi pas, hein, comme je dis, sur un amical, sur un 26e mec à prendre, à voir ce que ça donne. Potentiellement, j'insiste sur le potentiellement. Attention, qu'on me dise pas, ça il a dit qu'il va être international. Potentiellement. Non, mais je pèse, j'insiste. Messieurs, le temps passe. Les tops et les flops. On va commencer par les tops socialiens, Jean, rapidement. Tu en mets ou pas? Les supporters? Les tops socialiens, ouais. J'en ai pas beaucoup à sortir. Westbeck pour son but, mais bon, je pense que même moi, avec mon gros ventre, j'arrive à la mettre. Il n'y a pas vraiment de top. Hein. Moi, j'arrive pas à sortir des tops quand tu prends 4. Hein. Un flop alors? Enfin, des flops? Flop, les 2 latéraux. J'avais humblement alerté sur les 2 latéraux mardi dernier. Je pense qu'on a vu que quand on joue trop et contre une équipe qui compte, voilà, mais j'appuie sur les latéraux, mais ce sont les latéraux en lien avec le bloc haut de l'équipe samedi après-midi, donc c'est pour ça que je les mets. Après, devant aussi, hein, devant Kalulu, ça peut être un flop, mais un flopiné, si tu veux. Dans le sens où le pauvre garçon, il est tout seul, quoi.
Et puis Virginus, on arrête pas de nous le vendre, nous le survendre. Et le problème, c'est que quand il est titulaire comme à Guingamp au mois de septembre, il est mauvais, quoi. Donc c'est bien de parler sur lui et tout, mais il faut qu'il soit bon quand il joue et pas que 5 minutes quand il rentre et qu'on mène déjà 2-0. Côté toulousain, messieurs, Van den Boomen, il est Ngoumou. Vous êtes d'accord? Ouais, j'ai 2 flops moi, mais les deux tops. Deux tops. Vas-y. 2 flops. On est tellement habitué aux flops à Toulouse. Moi c'est obligé, on en a pas assez parlé, c'est l'ambiance quoi. Je vais finir sur ça, mais vas-y, on finira sur ça. Garde-toi, on va finir sur ça. Forcément, tu mets une statue pour ce match et voilà. Moi c'est et le stadium et plus particulièrement le virage. On va finir sur ça. T'es d'accord avec les tops qu'on a cités, Van den Boomen, il Ngoumou? Ouais, je rajouterais peut-être pas forcément top, mais De Jagereux, dans le sens où ça fait plusieurs matchs où on le sent un peu en dedans, et là il a fait vraiment un très bon match. Il est banquette des tops. Ouais, exactement. Déjà mis tant de Jagereux. Moi en flop, j'ai mis l'entente Silla des Jagereux. Je trouve que ça se voit au bout d'un moment et que voilà. D'autres flops? D'autres flops, non. On a du coup le fameux débat sur la défense. On y vient. J'ai des tops si tu veux quand même des autres supporters. Vas-y. Ça t'intéresse, ça, bien sûr. Je te dérange, je me le dis. On a l'intervention de Jean apparemment sur les réseaux. Flop. On a Amaury, oui, c'est pareil, l'ambiance, il est l'animation offensive volontaire. Après, voilà, il fait un petit mieux à culpa. Il dit: je passe mon temps à chier sur le jeu de Montagnier. Cette fois-ci, c'était bien, donc je le dis. Donc, pareil pour Anaïs qui cite Rissilé, Nathan Ngoumou. C'est les noms qui reviennent souvent. Et on va finir sur ça, Nathan, sur cette ambiance. Alors, toi, tu l'as vécu de l'Honneur Sud. On l'a vécu de l'Honneur Sud. On l'a vécu. Du coup, c'était comment? Parce que nous, de l'intérieur, moi, je pense que pour fréquenter le stadium depuis 10 ans quand même, ça fait très longtemps qu'il y a un engouement de la première à 90 minutes, autant tout le virage chante. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça, que j'avais pas ressenti ça. C'est ça. Je pense, l'une des dernières fois où j'avais vu une ambiance aussi forte, c'était peut-être pour la remontada au stadium avec les matchs contre Lyon ou 3 par exemple. Et encore, il n'y avait pas cette moi je mettrais 2009 Guingamp, tu vois. Ouais, il n'y avait pas cette ferveur, il y avait vraiment tout le virage et puis ça reprenait, ça vibrait, ça n'a pas lâché une seconde, ça faisait du bruit tout le match et puis on sentait une ferveur. Et ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, c'était la communion entre les joueurs et le public. Mais vraiment les Indians en particulier, qui ont été au top du début à la fin. Ouais. Où il y a vraiment eu une ambiance. Je pense que ça t'a boosté des joueurs. Même un partout à la mi-temps, ça continue de pousser. Donc voilà, vraiment bravo à eux pour le boulot qu'ils font, pour le virage aussi. Et ça promet une belle fin de saison si ça continue comme ça. Ouais, bravo au club déjà d'avoir enlevé les bâches. Oui, Auxence, vas-y. Tu veux pas ajouter quelque chose? Bravo au club d'avoir enlevé les bâches. C'est vrai que ça y avait beaucoup plus de monde, c'était agréable. Moi, je mets en avant les Indians. Bravo à eux. Et d'ailleurs, si vous voulez encore continuer de vivre de belles expériences, on va pas pouvoir recevoir le directeur du club, mais vous pourrez quand même aller les voir à Trélissac. Les Indians organisent le déplacement pour ce dimanche. Donc départ dans la matinée, retour dans la soirée. Il reste encore des places. N'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux. Il faut blinder les bus et encore continuer cette belle aventure. Je complète, je crois que le parcage est limité à 150 places. Ouais, mais c'est pas un souci ça. Ça c'est la préfecture aujourd'hui. Ouais. C'est le genre de truc que tu peux casser en quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur les réseaux. Jean, un grand merci à toi d'être venu. On se retrouve pour le match retour. Peut-être, parce que le match retour c'est un mardi soir. Et normalement, je suis en règle de Bonal. Ah oui, et nous on sera. T'accueilles toujours ou pas? Ah mais moi avec Mehdi vous venez hein. Écoute, vous verrez que c'est une vraie ambiance, parce que désolé de le souligner, mais s'il y avait 16 000 personnes, c'est comme quand Marseille, Paris et Lyon viennent, c'est parce qu'il y avait un grand club en face et qu'ils ne savaient pas ce que c'est. C'est juste pour ça. Non, la différence c'est que quand les grands clubs viennent, ils supportent les autres clubs. Là il y avait 16 000 vrais Toulousains. On ira faire le musée du chômage là-bas en se baladant dans les rues de Sochaux. Et merci à toi Jean, à bientôt. Bon courage pour la suite, pour la saison. Sympa, et puis bonne saison, et puis avec un peu de chance on monte les deux en Ligue 1. Oui, c'est ce qu'on souhaite, ouais. Exactement. Et ciao, bye bye. Merci, au revoir. Ciao. Messieurs, nous on va écouter une petite musique, on va faire une petite pause de 2-3 minutes et même pas, on va même pas faire de pause musicale. Tu vois, aujourd'hui on est free, on a pris du temps, on a pris un plan par le directeur du club de Trissac, mais on va pas se mentir, il s'excuse, ils sont en réunion pour préparer le match, donc oui, le contact est établi, ils avaient vraiment exactement. Envie de participer, c'est juste que on les aura sûrement peut-être mardi prochain pour faire le débrief. Il y aura aucun souci sur ça. En tout cas, on leur souhaite bon courage pour toute la préparation. Moi, je réinsiste sur le déplacement des
les Indians, n'hésitez pas à les contacter. Il reste encore de la place. C'est pas très très cher non plus pour le déplacement. Donc tu peux mettre d'ailleurs peut-être l'info sur le commentaire, Vince. C'est pas bête, mais c'est pas loin surtout. Donc c'est pas le déplacement. Tu passes la journée, donc tu pars le matin, tu reviens en fin d'après-midi, et avec une chance d'être surtout en 32e. Donc Exactement. Messieurs, on enchaîne et du coup débat improvisé sur notre charnière centrale. C'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Allez, petit débat improvisé, c'est Auxence qui nous l'a soufflé dans l'oreille cet après-midi et on s'était fait la remarque déjà nous au stadium avec Vincent. Il y a d'autres commentaires qui sont un petit peu contradictoires, donc je pense que ça va pouvoir un peu mettre tout ça sur la table. On a 10-12 minutes pour ça. Auxence, tu veux étaler ta pensée ou pas ? Ouais, j'ai dû faire un petit résumé là-dessus. En fait, ça concerne surtout la défense centrale. Mais tu la connais, pas besoin de la lire, Auxence. Non, c'est surtout que les joueurs. Je veux savoir exactement ce que j'ai mis pour être sûr de pas raconter n'importe quoi. Là, il est en train de meubler comme Ikea, t'as vu, c'est beau. C'est magnifique. C'est l'expérience, ça. Alors non, sur le débat, en fait, j'avais pensé autour de la charnière centrale, comme on en a parlé, puisque Rouault va bientôt revenir de blessure. Sauf que Diakité, qui était blessé, est maintenant solidement titulaire. Et Nicolaisen, on en avait parlé un peu déjà avec Nathan pendant le match. On n'en a pas beaucoup parlé pendant l'émission, mais j'ai l'impression qu'il prend un peu plus d'ampleur. Donc je pense que c'est un solide titulaire maintenant. Ils ont les mêmes discussions que nous, t'as vu ? Ouais. Ah, moins bien, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant quand même. Plus Gabrielsen qui est en difficulté à Copenhague et qui va sûrement revenir cet hiver. Ah oui, c'est vrai ça. Il sera en difficulté à Toulouse. D'où ma question, quelle solution pour Philippe Montagnier ? Vendre. Gabrielsen, vendre, oui, ça c'est sûr. L'an dernier, on se plaignait de ne pas avoir trop de solutions défensives. Là, on peut se dire on a des joueurs qui performent, on va dire plus ou moins. Et ouais, voilà. Bah écoute, on a eu le débat avec Vincent, c'est pour ça que c'était plus intéressant. Désolé les gars, mais on a la réponse, donc c'est pour ça. Allez-y. Je vois 3 derrière. Ouais, nous on s'est posé vas-y. Nous on s'est posé la question samedi et on se faisait la remarque que c'était intéressant parce qu'on avait un peu chié sur la gueule de Nicolaisen et Diakité, surtout de Nicolaisen pour ma part. Et on trouvait que là c'était intéressant, c'était plutôt rassurant, qu'il y avait de bonnes prestations, que ça prenait de plus en plus de poids. Et il me dit putain, c'est vrai, il y a Rouault qui va revenir et tout. J'étais défense à 3 mec. Rouault il a typiquement le profil pour incarner ce relanceur, etc. Les deux Golgoth à côté, et surtout ça va libérer Dessler et notre ami Saga Silano du Brésil. Ouais, donc. Ouais, mais non. Il n'est pas convaincu. Non. J'ai pensé à la défense à 3 aussi, qui me paraît quand même adapté avec 3 profils de joueurs qui performent. À voir aussi l'état de forme de Rouault quand il va revenir. Oui, ça met du temps. Voilà, ça va mettre du temps. Donc, pour le moment, pourquoi pas dans l'idée d'avoir 3 joueurs au top. Mais une question, voilà, c'est la question des pistons aussi. Donc, j'ai pas trop de doutes sur la capacité à faire les allers-retours des deux. Mais ce serait plus pour l'apport offensif. L'an dernier, on avait quand même Machado qui était. Le rôle de piston lui à la merveille. Il crée du jeu, il repiquait dans l'axe, il libérait des espaces. L'animation offensive, elle venait beaucoup des pistons l'an dernier avec Morera, qui était sur courant alternatif. Aujourd'hui, la question se pose avec Sylla, s'il a une capacité. Je doute pas de sa capacité à faire les allers-retours, les efforts. Il est meilleur en piston aussi là. Comment ? Il est meilleur en piston aussi là. C'est pas un latéral gauche. Il est bon que de pas défendre. C'est par rapport à ce qu'on. C'est pas méchant. On passe de l'an dernier de Machado qui, il libérait des espaces même pour les 3 du milieu. Ça combinait pas mal. Est-ce que Sylla aurait la capacité de pouvoir apporter autant ? Je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que j'ai mis des doutes. Mais c'est pas sur les 3 actions que j'ai des doutes. C'est surtout que si on repart avec une défense à 3, est-ce qu'on fait un 3-4-3 ou un 3-5-2 ? Eh bien, moi, je vote pour le 3-4-3. On a commencé la saison 3-4-3 parce que pendant ta réflexion, Nathan, qui était intéressante, j'étais en train de réfléchir en disant c'est vrai qu'il a pas tort et du coup, ça sacrifie un peu nos ailiers, dont Nathan Ngoumou qui est performant en ce moment. Et là, je te rejoins, peut-être un 3-4-3, pourquoi pas, mais dans ce cas, tu sacrifies un mec au milieu de terrain. Mais un Spearings, un De Jagereux, un Van Den Boomen, voilà. Et moi, je t'adaptes, t'es pas obligé de mettre tout le temps la même chose. Exactement. Un effectif génial. Exactement. S'adapter aux équipes. Et là, je rejoins Vincent, on aura peut-être la chance, quand tout le monde sera complet, d'avoir plusieurs alternatives tactiques en fonction de l'équipe en face. Peut-être d'aller à 3 pour mettre un peu plus de largeur, un peu plus d'impact dans l'axe. Peut-être repasser sur un simple 4-3-3 comme on fait en ce moment, ou 4-2-3-1.
Voilà. Maintenant, personnellement, je pense que Rouault, Diakité sont les titulaires, pour répondre à ta question du débat, et que Nicolaisen est juste derrière, et que quand Rouault va revenir au top de sa forme, à mon avis, on aura les deux qui seront associés. Le seul petit bémol, c'est que Nicolaisen, si je dis pas de bêtises, il est gaucher, je dis pas de conneries, et que du coup, si on met Rouault, Diakité, c'est 2 droitiers, alors que Nicolaisen, ça peut être 5 gauchers. Après, je trouve qu'il monte quand même. Je te laisse. Ouais, tu veux parler Non, vas-y. Je vais piquer la parole. Je voyais qu'il était parti motivé. Nicolaisen, je trouve qu'il monte un régime. Oui, ça oui. Il monte un régime, même au niveau de ses prises de balles ou de ses relances où il est très propre. Mais voilà, il y a toujours cette question d'être pris de vitesse. Et d'ailleurs, le premier but de Sochaux vient une touche rapidement jouée, mais on sent que dès que c'est dans du 1 contre 1 et qu'un joueur est plus rapide que lui, on sent qu'il a un petit peu de mal à gérer ce déficit-là. Donc c'est un petit peu le souci par rapport à ça, mais c'est vrai que je trouve, par rapport au début de saison, on avait un peu de doute il a beaucoup d'apports, même sur les coups de pied arrêtés où il est précieux, je trouve, offensif. Rhys et défensif. De quoi, Rhys? Il est. Heureusement, je suis là pour suivre ces vannes. C'est mon binôme de l'émission. Là, il y a un binôme, là, il y a l'autre. Ouais, c'est ça. Je suis fatigué, pardon. Ouais, enchaîne. Mais voilà, du coup, je trouve qu'il y a peut-être ce côté-là où si on est là, Sochaux, honnêtement, on les a pas vus trop avoir de provocation sur les axiaux, donc au final, on n'a pas pu trop voir si. Mais à partir du moment où il y aura une équipe qui va peut-être plus apporter offensivement et plus nous gêner dans l'axe, c'est peut-être le souci en 1 contre 1, il est peut-être un peu fébrile, l'ami Nicolaisen. Moi, c'est juste Nicolaisen. Ce que j'aime, c'est plutôt, voilà, on parlait aussi de confiance, de spirale, et je trouve que ça s'entend vraiment bien avec Diakité, qui est un temps qui existe et qui est là. Donc, c'est ça aussi. Peut-être qu'individuellement, ils ne sont pas forcément les meilleurs à leur poste, ou peut-être qu'on peut trouver mieux, mais je trouve que là, il y a un équilibre qui est en train de se créer et qui a l'air de se tirer vers le haut. En tout cas, Diakité revient de nouveau en mode patron, comme quand il était en Ligue 1, où pas forcément par le talent, il brillait, mais il était là par le charisme et la présence. Et je trouve que les deux s'intéressent ensemble. Voilà. Après, bien sûr, un Rouault a plus de qualité, plus de talent, mais sur la confiance, c'est vraiment intéressant de les faire jouer ensemble, je trouve. Puis Diakité, il a une sacrée expérience aussi, malgré son jeune âge. Il y avait une question que je me posais par rapport au 3-4-3, pardon. Pourquoi ne pas essayer de se servir un peu de la tactique de Tourelle? Je ne sais pas si vous la voyez. Non. Oui, si, c'est ça, 3-4-3. Pour la Ligue des Champions, ça ne joue pas après? Non, mais. Vas-y, développe un peu plus. Par exemple, les 3 attaquants qui varient leur course, qui changent beaucoup, enfin qui permutent. Des ailiers qui sont vachement très offensifs. Et qui rentrent plus vers l'intérieur plutôt que sur l'extérieur, sur des appels qui sont assez variés. Et des milieux. Il connaît le foot, en fait. Des milieux qui peuvent, remplacer le défenseur droit ou aller en attaque ou même couvrir. Couvrir, voilà, ou même aller en défense. Hein. Mais de toute manière, Elliot, tu touches quelque chose d'important, c'est que ce genre de système, en expliquant tout ça, c'est que ça se travaille. C'est pas, on arrive du jour au lendemain, on passe en 3-4-3, on passe en 3-5-2. Ça se travaille, comme tu dis, quand il y en a un qui monte, il faut pouvoir le couvrir, il faut pouvoir décaler. Sur un système à 3, c'est pas les mêmes déplacements non plus. C'est pas, le jeu sans ballon n'est pas le même. Enfin, les phases avec ballon, sans ballon non plus. Enfin, c'est beaucoup plus complexe, mais comme il a commencé à le travailler, pourquoi pas? Ouais, je voulais revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Donc pour toi, les deux centraux titulaires, ça serait Nicolaisen et Diakité, c'est ça? Non, dans la hiérarchie, je dis bien je pense, je ne suis sûr de rien. Pour moi, c'est Diakité, Rouault. Nicolaisen n'a pas été recruté pour être titulaire numéro 1. Il a profité de la blessure de Rouault, il est arrivé un peu plus vite que prévu. Il fait de bonnes performances, de mieux en mieux, c'est très intéressant. La question va vraiment se poser, et c'est très bien d'avoir cette question à se poser, qui on met, parce que ça veut dire qu'on a un effectif riche. Je pense que Diakité et Rouault sont peut-être plus complémentaires. La solution pour moi, ça serait de jouer à 3 pour avoir les 3, ça serait encore mieux, parce que peut-être qu'il a été recruté dans cette pensée-là. Et son avantage aussi, c'est qu'il est gaucher, et que y a des entraîneurs qui aiment bien avoir un gaucher, un droitier, un gaucher à gauche, un droitier à droite. Je pense que les deux parties sont un schéma à 4, mais dans l'idée de Comolli, de Montagnier, à la base, si on va chercher Nicolaisen et Costa, c'est qu'on veut jouer à 3 avec un mec en soutien. Oui, parce qu'on bat la défense, sinon quel intérêt d'empiler des centraux pour empiler des centraux? Exactement.
Non, c'était juste parce que je suis pas totalement d'accord. Mais tu as le droit. T'as le droit. La porte est par ici. Hein. Non, moi personnellement. Tu rentres à pied. Je dirais plus que c'est peut-être Nicolaisen et Rouault qui tiennent un peu plus. À Diakité derrière. Le bon bout, ouais. Je dirais peut-être Diakité derrière parce que je sais pas de temps en temps. Mais t'es qui pour dire ça? Vas-y, non mais développe, ça m'intéresse. Les trois sont très très bons actuellement. Bon, Rouault est blessé certes, mais il faisait un début de saison taille patron. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être Nicolaisen et Rouault qui sont peut-être qui tiennent le bon bout en fait. Et Diakité, il a un statut au TEF, il a joué en Ligue 1, il a été peut-être capitaine, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il a été capitaine, il a quand même plusieurs matchs en Ligue 1 que Rouault n'a pas, que Nicolas Saïn n'a pas. Il a un statut au club. Et tu le mets dans la hiérarchie, tu le mettrais derrière ou sportivement? C'est différent. Voilà. C'est différent. Non, je pense que c'est avec l'état de forme actuel. Avec tu lui repasses le boulet, mais lance-lui, tu sais. Faut respecter. Avec Nicolaisen et Rouault, je pense que c'est surtout la forme actuelle. Ah oui, donc sportivement. Voilà, ça, sportivement. Là, pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai doute parce que j'ai vu, alors j'ai pas vu qui c'est qu'il avait mis, mais que Diakité était parfois fébrile. Je suis assez d'accord. Vincent, vas-y, qui nous a dit ça? Je sais pas, sûrement l'homme qui dit personne n'a jamais comblé le vide laissé par Grigoré. Voilà, Amaury, on l'embrasse. Grégory m'a dit au télé, oh mais les gars, c'était pas si mauvais. C'était Spice, c'est pas si mauvais. C'était sur Spice qui disait ça surtout, qui était un vraiment bon défenseur. Mais du coup, c'était dur avec Diakité. Non, franchement, c'était dur. Ok, qu'on n'ait pas les chants des supporters quand il fait le truc avec le cop, mais bon, après ça, on peut pas. Moment de gênance, mais on a gagné 4-1, donc c'est pas grave. Ah, c'était drôle. On l'embrasse. À Bafo. À Bafo, ouais. Attends, parce que vous êtes d'accord, parce qu'on parle avec Auxence. Nathan, Diakité derrière Rouault, Nicolaisen, Vincent, je sais pas, vous en pensez quoi de ce que nous dit Auxence? Pour moi, non, mais leur file, donc je laisse pas Nathan. Ouais, moi je te rejoins parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc, ça, c'est horrible. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi, il a quand même un statut au club, il a connu la Ligue 1. Il était un bon élément en Ligue 1. Oui. C'est lui qui tenait la défense avec Gabriel Sen à l'époque aussi. Donc pour moi, il a ce statut qui fait qu'il a connu le très haut niveau comparé à la Ligue 2. Il a connu le haut niveau en jouant à la Ligue 1. Donc pour moi, je trouve que sportivement, il est très bon. Il n'est pas irréprochable parce qu'il y a des petites erreurs, il y a des petits axes d'amélioration. Mais voilà, pour moi, il est dans la hiérarchie, il est quand même au-dessus. Une question, pardon. On a déjà eu Rouault et Diakité ensemble? Je crois pas. Hein. En professionnel, je ne pense pas. Ça serait intéressant à voir. Voilà, je suis dit ça comme ça. Bah, écoute, faut chercher. Ils ont le même âge aussi, non? Peut-être qu'en U19 ou en réserve, ils ont. Oui, ça oui, mais en professionnel, je pense pas. Justement, j'essaye de voir s'ils sont de la même génération aussi. Oui, un an près, oui, je pense. Ouais. Pour finir. Pour terminer, je tiens vraiment à préciser que je ne clash absolument pas Diakité sur le niveau sportif. Bien sûr, pas mis que c'est pas sorti là. Non, mais vraiment. On a compris ta réflexion. Voilà, je pense que des trois, c'est peut-être celui qui est un grade, je dis bien un grade. Juste en dessous. Tu vois, pas le même profil. Actuellement. Moi je pense que Rouault et Nicolaisen ont le même profil, que Diakité a un autre profil différent, tu vois. Ça se jouera plus entre les deux, je sais pas. Nicolaisen, il a un plus beau pied quand même que Diakité. Oui, ça on est d'accord. Donc, je pense le temps file. Ouais. Si on veut faire le quiz, on va s'arrêter là, mais intéressant, messieurs, on essaiera d'y revenir. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux, sur les commentaires YouTube aussi, même si on répond pas, on les lit, vous inquiétez pas. Même les vieux spams de merde qui arrivent qu'on essaie de bloquer, mais bon ça. J'ai acheté des super pilules, mon gars. Ouais. Allez, on enchaîne avec le quiz, il faut être efficace au sens. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Bon, du coup, pour ce petit quiz, je vais pas faire dans l'originalité, mais je voulais mettre en avant Rissilé. Donc, c'était un quiz spécial Rissilé sur l'homme et sa carrière. Comment tu as marqué 4 buts ce week-end? Alors, Rissilé. Non, du coup, parce qu'il faut que je fasse vite. J'ai 2 minutes, donc 6 questions de rapidité. Donc, soyez bons. Oh, la pression d'entrée là. Ça commence. Bon, ça facile. Il est de nationalité galloise, mais où est-il né? Manchester. Ok, bon, 2. Quel est le club gallois qui l'a formé? Cardiff. Oh, il serait pu, mais c'est pas ça. C'est pas. Ah merde. C'est un petit club. Monkey donc. Non. MK donc. Non, c'est pas ça. C'est en Angleterre. Cardiff. Allez, on cherche les villes pétées. Non. C'est une ville connue. Je triche pas. Non, c'est vraiment un petit club gallois. Je précise bien. Ouais, ok, d'accord. Cardiff. Derby Country. Derby Country. Bon, le temps file. Alors non, c'était le Kona Quay Nomads. C'est du rugby ça. À tes souhaits. Donc non, c'est le Kona. Le lac de Connemara, mec, c'était il y a 20 ans, 40 ans. C'était vraiment un petit club. L'Irlande surtout. Ouais, c'est exprès. Troisième question. Il a eu la chance de faire un essai au début de sa carrière dans son club préféré. Manchester City. Merci.
Je l'articule même pas. Ça fait 2. T'as un petit côté Julien Lepers. Ce joueur préféré, c'est Vardy, un point de plus. Le jeu. Ce joueur préféré, c'est Vardy, un point de plus pour moi. Ah, il a mis ça comme question, non? Non, je l'ai pas mis. Ah, Je l'ai pas mis, heureusement. Quatrième question. Alors là, je pense que ça va être un peu au pif. Quelle est sa taille? 1m82. 1m76. 77. 81. Non. 80. 80. Ma taille, putain! Appelez-moi Rhys. Tu fais un classement toi? Ouais, pile. T'as ta lunette? Sauf que tu mets Non, pas non, des- je te demande ma carte tu d'identité mets quand pas tu des veux. quadru- Tu mets pas des quadruplés. T'es papier? Moi, je mets des passes D. Ouais, je suis désolé. Plus Van Den Bomen, toi, du coup. Cinquième question. Avec son quadruplé samedi, donc il est entré dans la 12. légende du club Ah. et un cercle Prentona, très fermé. le dernier. De quoi? Marcel Non, Prentona, le dernier. Soren Larsen. Non. En Coupe de France. Quel est l'autre joueur de l'histoire du TFC à avoir réussi un quadruplé, je précise, en championnat? Ah, bah c'est lui. Oui, c'est Prentona. Faire. Robert Pentona, c'est ça. Ouais. C'était le TFC Database. Hein. belle symbolique Très beau puisque coach. c'est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 83 buts. Ça c'était. Attends. C'était pas Wissam? Non, Wissam Ben Yedder n'a jamais mis un quadruplé. Non, mais c'est pas Wissam le meilleur buteur du club? Ah non, c'est Pentona. Ah, Pentona, oui. D'après les stats Oui, que j'ai. c'est Ouais. Pentona. Un championnat, oui, ça. Ah Ouais, oui, un ok. championnat, je crois. Et Bon. donc du coup, Pentona, Dernière question, ce que c'est fini. il avait réussi cette performance contre Grenoble en 81. Allez, Eminem. Allez, pour C'est terminer maintenant, combien de buts inscrits par Rissilé depuis son arrivée à Toulouse? 28. Non, 27. 34. Ouais, 26. Putain, Mais non, mais c'est son âge, ça, oh. Ça aurait pu. The queen de la feuille de match est terminée. Oh yeah! Allez, messieurs et mesdames, merci de nous avoir suivis sur Radio Occitanie 98.3. C'était la feuille de match. Merci Oxens pour ce quiz. Merci Elliot pour la technique. Nathan, Vincent, on vous dit à la semaine prochaine. Normalement, on devrait avoir le directeur du club de Trélissac avec nous. J'espère qu'ils ne seront pas en réunion la semaine prochaine pour préparer leur prochain tour de Coupe de France. N'hésitez pas à contacter les Indians pour faire le déplacement. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.